Le royaume de Bourgogne, en 888 jusqu'en 1032. Le royaume de Bourgogne, c'est donc un nouveau territoire, donc c'est à la mort de Charles III, donc c'est cet effritement de l'Empire carolingien, et donc on va avoir des rois frondeurs comme ça qui vont s'émanciper et qui vont se constituer comme un nouveau royaume. Donc Bosson va créer le royaume de Provence, et puis ensuite on va avoir également donc la naissance du royaume de Bourgogne. Alors les deux vont fusionner. Donc Rodolphe Ier, il va se faire élire roi de Bourgogne. Les deux vont fusionner, vont donner naissance à ce qu'on appelle le royaume d'Arles. Donc c'est ce royaume de Bourgogne, on le trouve également des fois sous le nom de royaume d'Arles. Et donc ce royaume est fédéré au Saint-Empire romain germanique. Et donc à la mort du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, on va avoir ce territoire qui va retomber, en tout cas qui va être géré et administré par le Saint-Empereur qui est Conrad II. Et donc, c'est à cette période-là que Conrad II, Saint-Empereur, donc, qui va hériter de ce royaume de Bourgogne, en 1032, il va confier un nouveau territoire, un nouveau comte, au comte Humbert au Blanchemin. Et donc, c'est en 1032 que va naître, pour la première fois, la dynastie de la Maison de Savoie. Et donc, en 1032, on a la naissance, donc, par acte du Saint-Empereur, on va donner donc à Humbert au Blanchemin le comté de Maurienne. Alors, le comté de Maurienne, savoir qu'il est originaire quand même du Bugey, il n'était pas originaire de Maurienne, Humbert au Blanchemin, contrairement à ce qu'on en dit. Et en fait, il y avait une grande importance en Maurienne par l'implantation d'une abbaye en Maurienne, qui était très puissante. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette référence à la Maurienne. Et donc, il était à la fois comte d'Aoste, comte du Bugey. On le voit bien, le Bugey, ça faisait partie, aujourd'hui c'est plus dans le département, mais ça faisait partie à l'origine de la Maison de Savoie. Comte du Chablais, il possède également des terres en Viennois, et a autorité sur l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Ce fameux héritage du roi Burgonde va tomber dans l'escarcelle de la Savoie dès sa naissance. Donc voilà un petit peu une vue du territoire, du comté de Maurienne au XIe siècle. Voilà. Là on voit que le Faucigny, les Genevois, font pas partie au démarrage de cet ensemble du comté de Maurienne. Et puis très vite, on va avoir un développement qui va se faire au niveau de cette dynastie. Alors je ne vais pas vous succéder tous les souverains, donc ça c'est des extraits de la frise que j'ai réalisé, mais je vais prendre ce qui est significatif. Notamment Othon de Maurienne, donc qui est le deuxième fils de Humbert au Blanchemin, va être marié avec Adélaïde de Suse. Donc le marquisat de Suse, Adélaïde de Suse, elle est déjà veuve par 2 fois, et donc son troisième mariage va se faire avec la puissance montante, de l'autre côté des Alpes, qui va être la Maison de Savoie. Et donc Othon va être marié à Adélaïde de Suse, et donc ça va amener dans l'escarcelle de la Maison de Savoie des nouveaux territoires, notamment donc Suse, Turin, Pignerol, tout un tas de villes, et le Mont-Cenis. Une des missions de la Maison de Savoie, qui a été confiée par le Saint-Empereur, c'est d'assurer la sécurité des cols des Alpes. C'est par là que cheminent les marchandises pour rentrer en Europe. Et donc, je l'ai dit, ça a été envahi par les Sarrasins et ainsi de suite. Et donc, la mission de la Maison de Savoie, c'était d'assurer cette tranquillité et cette libre circulation dans l'école des Alpes. Et donc, là, on va acquérir un nouveau passage avec le Mont-Cenis. Et donc, dès le départ de cette dynastie, alors il est marié un peu avant de devenir comte, à l'âge de 23 ans, avec Adélaïde de Suse. Alors voilà l'extension territoriale qui va se faire à ce moment-là. On va descendre les premiers enclaves dans le Piémont. Et donc le Piémont fait partie de la Maison de Savoie depuis son origine également. Donc si vous allez vous balader en Piémont, ne soyez pas surpris qu'ils se revendiquent effectivement comme étant des Savoyards, parce que pour eux, c'est une évidence. C'est la même chose en Vallée d'Aoste. Alors j'avance encore un petit peu, donc toujours dans cette Pierre Ier qui va succéder à Othon de Maurienne, on voit qu'on va continuer. Dans l'intervalle, donc la sœur de Othon va se marier avec le futur empereur, Henri de Franconie, et donc cette alliance va faire que la Maison de Savoie va négocier aussi des nouvelles terres, puisque l'empereur il a besoin de passer par l'école et d'emprunter les cols qui appartiennent à la Maison de Savoie. Et donc, en échange de cette autorisation, ils vont faire de nouvelles acquisitions dans le Valais. On va leur donner une province autour du Valais, autour de Saint-Maurice d'Agone. Et donc, on va également confier, par l'entremise du Saint-Empire, l'anneau de Saint-Maurice. Donc, l'anneau de Saint-Maurice, c'est un symbole qui a été utilisé par le roi de Bourgogne pour la transmission du pouvoir. Donc, on remettait l'anneau de roi en roi. C'était l'intronisation de la prise de pouvoir. Et donc cet anneau va être confié à Pierre Ier, comme par avant, c'était le cas pour les rois de Bourgogne. Et ça deviendra donc le signe d'investiture également
et souverain de Savoie. Alors, Saint-Maurice d'Agone, je m'arrête un petit peu sur cette partie-là pour vous donner un petit peu les explications. Donc je l'ai dit, hein, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, hein, qui est située dans le Valais à côté de Martigny, hein, et donc qui a été fondée en 515 par Sigismond sur Bois-Burgonde. Et donc l'histoire de Saint-Maurice d'Agone, elle remonte au IIIe siècle. Enfin, au IVe siècle, à la fin, vers 295 et 302. Et donc, à cette période, qui est une période romaine, qui n'est pas encore chrétienne, on a dans l'Empire romain, donc, qui est géré par Maximien, enfin qui est géré par Dioclétien, l'empereur Dioclétien. Et donc l'empereur Dioclétien, lui, va organiser la tétrarchie, c'est-à-dire qu'il va nommer plusieurs Césars pour administrer l'Empire. Et donc chacun a la responsabilité de la gestion d'une partie de l'Empire. Et donc à ce moment-là, il y a des troubles dans la région au-dessus de Chéneau, là, des attaques, hein, c'est ce qu'on appelle les marches de l'Empire. Hein, donc il y a souvent des peuplades qui viennent semer le trouble. Et donc il y a des troupes qui sont envoyées pour aller donc régler ces problèmes aux marches de l'Empire. Et lorsque ces troupes font route, elles s'arrêtent à Agone. Elles séjournent à Agone. Et le commandant des troupes, qui est Maximien, donc qui est un César de Dioclétien, hein, qui commande ses troupes à Agone, décide de faire un sacrifice à Jupiter. Et donc un sacrifice à Jupiter, il s'agissait de tuer des chrétiens en offrande à Jupiter. Et donc dans les troupes qui sont avec Maximien, on a le commandant d'une compagnie romaine qui est Maurice. Et donc Maurice, c'est un Romain, mais il vient de Thèbes, c'est un copte, il vient de Thèbes en Égypte, et donc lui-même est chrétien. Et donc il va refuser d'exécuter cet ordre. Et donc Maximien, qui commande les troupes, va faire passer par les armes les hommes de Maurice, hein, 10 par 10, pour essayer de les faire céder. Mais aucun ne cédera, et la troupe sera entièrement décimée, et Maurice sera aussi exécuté. Et ça va laisser un précédent important dans l'histoire de la chrétienté, c'est le martyre de Saint-Maurice. Et c'est sur les bases de ce martyre-là que Sigismond construira l'abbaye pour faire renaître, pour faire renaître cette louange de Saint-Maurice d'Agone. Donc c'est ça l'histoire de Saint-Maurice d'Agone. Donc souvent dans l'iconographie, hein, nous, quand on rend hommage sur notre site à Saint-Maurice, on le représente effectivement comme une personne à la peau noire. Et donc, alors souvent ça nous choque en disant comment ça va? Et oui, Maurice d'Agone était un copte à la peau noire. Donc tout l'atteste, hein, sa première représentation qui est dans une église qui a été faite au XIIe siècle, hein, qui est dans une église en Allemagne, il est représenté comme quelqu'un à la peau noire. Et ça n'a rien d'antinomique. Alors, reste tout de suite. Qu'est la Suisse? Qu'est-ce que c'était? C'était la Bourgogne, un peu? Non, c'était quoi? Alors, ce qu'est la Suisse actuelle, non, c'était... Alors, on va le voir, hein, parce qu'on va prendre une partie notamment de la Suisse assez vite, hein, notamment l'équivalent de canton de Vaud et ainsi de suite. Mais c'était plutôt l'empire de Souabe à ce moment-là, qui occupait cette partie-là, ce qui est l'équivalent de l'Autriche en fait. Mais je vous montrerai un petit peu une carte par la suite de l'Autriche. Alors, autre fait étonnant, lorsque je me suis penché sur l'histoire de la Savoie, j'ai découvert que nos souverains ont participé aux croisades. Et donc là, vous avez les différentes croisades. La première croisade, il y en a eu 8 de croisades, mais Amédée III va donc participer à la deuxième croisade, et donc va se rendre auprès des autres grands souverains d'Europe avec des seigneurs savoisiens. Moi je dis savoisiens, je vous expliquerai pourquoi après. Il va se rendre donc en Terre Sainte, il va combattre surtout à l'avant-garde en Turquie, et il va se rendre en Terre Sainte, il va participer à cette croisade. Et donc il va mourir au retour de cette croisade, hein. Il va tomber malade et il va être transféré à Chypre, et il va mourir à Chypre. Il sera d'ailleurs inhumé à Chypre en 148. Et donc ce qui est important avec Amédée III, c'est que c'est le premier qui va commencer à utiliser le titre de comte de Savoie. Jusqu'à maintenant on parlait du comté de Maurienne, mais il y a un acte qui date de cette période-là, où pour la première fois, donc Amédée III va se présenter comme comte de Savoie. On le retrouve également dans son sceau qui est utilisé. Il va utiliser une croix dans son sceau, hein, donc un peu long, c'est un étendard avec une croix. C'est les premières références à la croix. Si vous regardez, je fais juste un petit retour rapide. L'étendard initial de la maison de Savoie, c'est celui-ci. La création du comté de Maurienne, en fait, c'est une référence au Saint-Empire. Hein. Les blasons du Saint-Empire romain germanique, hein, c'est exactement le même blason, sauf que c'est un aigle bicéphale, qui est le principe de l'Empire. Hein. Un aigle à 2 têtes, c'est l'Empire. Un royaume, c'est un aigle à 1 tête. Et donc, on a le premier blason de la Savoie, qui va être ce blason jaune avec cet aigle noir.
Et à un moment donné, notre blason va évoluer. Alors le changement, il ne va pas s'effectuer pile à ce moment-là, mais c'est quand même à ce moment-là qu'on a les premières références à une croix. Et puis, alors c'est assez ténu, hein, on ne sait pas dire exactement pourquoi on va changer de blason, comment on va changer de blason. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le blason va changer. Alors quand même, il y a un certain nombre de choses qu'on peut regarder. C'est ici, vous avez une première chose, vous avez une peinture ici qui est beaucoup plus qui a été faite en 1845, hein, mais qui est une peinture qui montre la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291 donc qui va signer la fin du royaume de Jérusalem. Dans cette peinture là, vous voyez qu'on a des chevaliers là qui ressemblent des combattants qui portent étrangement des armoiries qui nous parlent, des couleurs qui nous parlent. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet emblème est également celui de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Donc le blason des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui donnera naissance aux hospitaliers, hein, l'ordre des hospitaliers, c'est la même chose. Et donc cet ordre-là, il va être fondé en 1070, et ce sont ces armoiries-là. Et donc on a un premier élément. Alors il y a une légende qui dit que Amédée aurait prêté main forte à Rhodes, à défendre Rhodes, et donc que lors de cette bataille, le grand maître est mort, et qu'on aurait demandé au comte de porter les couleurs du grand maître pour booster les combattants, et que c'est suite à cet acte héroïque qu'on aurait demandé à la Savoie de porter les couleurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est très compliqué, en tout cas, rien ne peut permettre d'attester cette théorie, notamment sur les dates, il y a des choses qui ne concordent pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un deuxième élément qui constitue l'identité de la maison de Savoie, ce symbole ferte qu'on retrouve dans toutes les armoiries de la maison de Savoie, qui va faire partie, comme le drapeau de gueule à croix d'argent, cette devise ferte. Alors une des traductions de la devise ferte, pendant longtemps, c'était de dire fortitudo et usre rodum tenu, par sa force il tenait Rhodes, ce qui fait référence à l'événement dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui semble le plus vraisemblable, effectivement, c'est que ce que longtemps on a cru comme étant un acronyme de 4 mots, F-E-R-T, hein, qui fait référence, voilà, il y a eu plein de déclinaisons hein, de cet acronyme, ça serait plutôt le participe passé latin de porter, hein, ceux qui portent, et donc ça ferait plutôt référence à ceux qui portent leur courage, ceux qui portent la croix, ceux qui embrassent effectivement la cause chrétienne hein, pour aller en croisade et ainsi de suite. Et donc cette devise, elle va apparaître plutôt en 1350 avec l'arrivée de le premier ordre chevalier de Savoie, l'ordre du Cygne Noir, et cette devise, elle est liée à l'ordre chevalier de Savoie. Mais on n'a pas d'explication très très précise hein, pour nous dire exactement quelle est cette traduction de Ferte. Voilà. Merci. J'ai entendu comme traduction nos enfants hériteront. Nos enfants reprendront tout. Oui, alors ça, c'est des traductions très très contemporaines. Voilà. Ça, c'est plutôt pour s'amuser voilà. Alors, si je continue sur l'histoire quand même des blasons, ce qui est un autre fait marquant, c'est que ici vous avez l'armoirie de Saint-Maurice d'Agone. Donc les armoiries de Saint-Maurice d'Agone, hein, c'est pareil, un drapeau de gueule avec une croix tréflée. Et donc on voit bien qu'en fait, il y a une filiation très proche, ce qui donnera naissance au drapeau suisse, hein, voilà, qui est un drapeau avec une croix mais qui ne touche pas les bords, et au drapeau de Savoie. Voilà. Donc après, dénouer l'histoire à Milan, c'est un peu compliqué, mais Dieu sait qu'il y en a qui ont essayé. Mais voilà, en tout cas, tous les éléments qui, moi, sont le plus plausibles quant à cette explication. Ce qui est sûr, c'est que le changement d'étendard, il va être entériné un peu plus tard par Amédée V, qui définitivement, dans les armoiries de la Savoie, prendra ce drapeau de gueule à croix d'argent. Et il l'entérinera, il est dans son sceau d'ailleurs, voilà, et ça viendra par la suite. Entre-temps, on va avoir un étendard qui va basculer entre l'aigle jaune et puis la croix. Alors si j'avance un petit peu, en 1224 par exemple, sous Amédée IV, on va avoir la création d'ateliers monétaires. On battait monnaie en Savoie depuis l'origine. Hein. Donc bien que l'on soit un comté, donc un comté, il est afféodé à une puissance supérieure, il est afféodé au Saint-Empire romain germanique, contrairement en ordre dans la classification nobiliaire. Hein, vous avez donc l'Empire. L'Empire, c'est un souverain qui règne sur plusieurs pays. Hein. Le royaume, c'est un roi qui règne sur son pays. Le duché, c'est un duc qui règne sur son pays. Un duché souverain. Un comté est afféodé, les baronnies, ainsi de suite. Donc il y a vraiment une distinction entre
le duché et le comté, hein, qui est très très importante, on le verra dans l'histoire de la Savoie. Malgré tout, on avait une autonomie administrative sur le territoire, hein, on avait déjà créé une cour de justice, on avait déjà fait beaucoup de choses à cette époque-là, et donc on battait monnaie, et donc la Médée IV créera, lui, pour le coup, beaucoup d'ateliers monétaires. Et on a des deniers qui ont été frappés à cette période, il existe pas mal de traces de cette partie-là. Alors j'avance un petit peu, pareil, 1236. 1236, c'est une date importante, et ça on le sait peu, mais la Savoie, en fait, donc les Plantagenets qui sont les rois d'Angleterre, hein, nouvelle dynastie des rois d'Angleterre, et donc les Plantagenets cherchent à faire une alliance avec un pays qui se trouve au sud du royaume de France, pour se prémunir des Français. Et donc, il y a une volonté d'unir les deux familles entre les Plantagenets et la maison de Savoie depuis déjà quelques années. Alors il y a un premier mariage qui va tenter d'être fait mais qui n'aboutira pas puisque la dame qui était promise, la jeune fille qui était promise au roi va décéder, mais ça sera concrétisé un peu plus tard, donc en 1236, on va avoir le mariage d'Aliénor de Provence. Alors Aliénor de Provence, c'est la fille de Béatrice de Savoie, c'est la nièce du comte de Savoie, et donc elle va être mariée, elle va être l'épouse de Henri III, roi d'Angleterre. Et donc à partir de cette période, la Savoie va être en lien avec l'Angleterre, et des liens qui sont très forts, hein, et qui vont perdurer d'ailleurs. Hein. L'Angleterre, c'est un des seuls pays qui s'est opposé lorsqu'il y a eu le traité de cession, hein, qui va s'élever. Et donc ce mariage, alors j'ai fait une petite illustration, hein, bien qu'on n'ait pas de photo de l'époque, mais elle va être mariée à l'âge de 12 ans, hein, avec Henri III. Et donc, elle va devenir reine d'Angleterre. Ça sera une très grande reine, hein, en Angleterre. Il faut savoir qu'il y a des historiens d'Angleterre, moi j'ai échangé avec des historiens anglais, qui sont spécialisés dans l'histoire de la maison de Savoie. Donc, dont un écrivain, Darian Baker, qui écrit un livre sur Aliénor de Provence. Et alors, il m'a demandé si je pouvais lui donner l'illustration pour faire la couverture de son livre. Donc j'étais très content de ça. Et il raconte effectivement ce mariage faste, hein, avec 40 chevaux blancs, une grande cérémonie, et ainsi de suite. Donc Aliénor de Provence, première alliance avec la couronne d'Angleterre. On avait déjà vu une alliance avec, on l'a dit, hein, le marquisat de Suse. Hein, et donc c'était une manière aussi de faire la diplomatie et de s'étendre, d'étendre son territoire, ou de régler des problèmes de guerre. Hein, quand on se faisait une guerre, après on essayait de se marier pour éviter de retomber dans un conflit. Hein, c'était une manière de faire dans ce Moyen-Âge. Et là, pareil, c'est un courrier qui m'a été, une lettre qui m'a été adressée. Alors, la lettre elle est fausse, mais le texte est vrai, hein, en latin. C'est une correspondance entre Henri III, roi d'Angleterre, et le comte Amédée IV, donc au sujet justement de cette alliance. Et on voit, hein, donc dans cette correspondance, hein, tout l'attachement, toute l'importance qui est accordée à ce lien entre ces deux familles. Hein. Et donc, je l'ai dit, essentiellement, effectivement, pour se prémunir du royaume de France. Hein. Il y aura également un acte qui est signé avec le duché de Bretagne, pour la même chose, hein, qui va se faire entre la Savoie et la Bretagne. Et donc, ça c'est toujours intéressant. Et pareil, John Marshall, qui est un historien anglais, qui est spécialisé sur l'histoire du Moyen-Âge, a beaucoup travaillé sur l'histoire de la Savoie, parce qu'on verra qu'il y a une influence importante, notamment de Pierre II en Angleterre, et des bâtisseurs de Pierre II. Donc ce mariage va s'effectuer en 1236, et donc Pierre II, qui va prendre le titre de comte de Savoie, alors dit le petit Charlemagne, hein, effectivement, ça en dit long aussi un petit peu sur la manière dont il était perçu. Hein. Et Pierre II va beaucoup aller en Angleterre. Hein, il va séjourner en Angleterre, il va combattre pour le roi d'Angleterre, hein, en Écosse, et ainsi de suite. Et donc, on va lui donner d'ailleurs des châteaux, hein, il sera même comte d'Essex, et ainsi de suite. Hein, il va avoir des titres de noble, il va posséder 40 châteaux en Angleterre, et on va lui donner en possession un lieu à Londres qui s'appellera le quartier Savoie, le quartier de la Savoie, et c'est là où sera érigé l'hôtel de Savoie. Et l'hôtel de Savoie, il a été déplacé depuis puisqu'il y a eu une construction, mais cet endroit-là appartenait aux Savoyards. C'était un lieu de la maison de Savoie. Et donc, il va ramener, lorsqu'il va prendre la tête du comté, il va importer des choses qu'il a vues dans l'administration en Angleterre. Et il va créer notamment des réformes, hein. Il va mettre en place un certain nombre de réformes, notamment les bailliages, hein, qui consistent à mettre un bailli qui va administrer une zone territoriale, hein, pour déléguer comme ça la gestion administrative du territoire.
Ça, c'est des choses qu'il a vues en Angleterre. Et puis, il va avoir une influence également, on le voit, il va étendre son territoire vers Genève, le pays de Vaud et les Hauts-Bugey. Donc, on va prendre possession, voilà le comté de Savoie. Donc, jusqu'à Fribourg, ça appartenait à la Savoie. Bien sûr, la Confédération helvétique n'existait pas à cette époque-là, bien évidemment. Et donc, tout ça, c'est la maison de Savoie, en Bresse également. Donc la cathédrale de Brou et Bourg-en-Bresse, tout ça va être érigé par la maison de Savoie. La plupart des châteaux qui sont, ou des constructions qui sont sur le bord du lac Léman ici, c'est pareil, sont faites à l'initiative de la maison de Savoie, bien sûr. Donc que ce soit Villeneuve, que ce soit le château de Chillon, en château de Chillon il est de ce côté-là, mais que ce soit Agnon, et ainsi de suite. La plupart des bâtiments sont faits par les bâtisseurs savoisiens. Et notamment, on va avoir sous Pierre II de grands bâtisseurs qui vont aussi aller construire des châteaux dans le nord du pays de Galles pour la couronne d'Angleterre. Et ça, c'est ce qu'explique John Marshall dans son livre, l'influence des bâtisseurs savoisiens dans la construction des châteaux dans le nord du pays de Galles. Donc on avait un savoir-faire de construction important. Et un rayonnement, on le voit, c'est pas des choses que l'on sait ou spontanément qu'on nous enseigne, effectivement, mais le rayonnement quand même de cette, et le rôle que joue cette dynastie dans l'Europe qui se construit. C'est toujours drôle de voir qu'en Angleterre, on enseigne l'histoire de la Savoie. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Alors, on poursuit dans la lignée de nos Amédée, on aura beaucoup d'Amédée dans la dynastie de Savoie, et donc Amédée V, donc on le voit, toujours cette emprise sur le passage d'école, donc il maîtrise le Mont-Cenis, le Petit et le Grand Saint-Bernard, et également le Bas-Valais avec le Chablais, et il contrôle les roules du Simplon, donc on a un contrôle total, donc ce qui fait aussi la richesse de ce comté, puisque bien sûr toutes les marchandises qui passent sont taxées, et donc c'est ce qui assure aussi à la fois une importance stratégique et une pérennité, en tout cas une aisance financière pour développer un certain nombre de choses. Ça c'est pareil, ça fait référence à ce dont je vous parlais tout à l'heure, où on dit que la flotte d'Amédée V va sauver la ville de Rhodes assiégée par les Ottomans. Voilà. On sait que ça, historiquement, c'est pas possible. Amédée V était sur un autre territoire, un autre terrain à ce moment-là. Donc on sait que ça, historiquement, c'est faux. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'on était interventionniste. On pouvait se rendre au Moyen-Orient ou près d'autres grands souverains pour aller prêter main forte, puisqu'on verra, il y avait des armées importantes. Alors Amédée V, j'en parlais, c'est lui qui, va définitivement adopter ce nouvel étendard. Et dans son sceau, alors j'en ai une reproduction d'ailleurs là-bas, à l'identique, le sceau il a toujours deux faces, vous avez le grand sceau et puis le contre-sceau qui est derrière. Et donc dans son grand sceau et dans son contre-sceau, on a bien cette référence qui deviendra définitivement la référence des armoiries de la Savoie. Alors d'Amédée V, on passe à Amédée VI. Alors Amédée VI, le comte vert, là c'est pareil, c'est une période qui est assez intéressante. Amédée VI, on est dans un moment où le Saint-Empire romain d'Orient continue à exister, l'Empire romain d'Orient continue à exister. L'Empire romain, lui, il a chuté, on l'a vu en 470, mais l'Empire romain d'Orient continue à exister à Constantinople, et là on a Constantinople qui commence à être encerclé par les Ottomans, il y a de plus en plus de pressions qui sont faites, et on a même les Bulgares et puis les Ottomans, les Turcs, qui vont encercler Constantinople et qui vont faire prisonnier également le souverain. Et donc, à ce moment-là, le pape voudrait faire une croisade, aimerait faire une croisade pour intervenir. Mais ça ne motive pas beaucoup les grands souverains d'Europe de repartir en croisade. Et donc c'est Amédée VI, le comte vert, qui va s'y coller. Et il va délivrer son cousin, en fait. L'empereur byzantin, c'est son cousin. Et donc il va prendre la tête de ce qu'on appellera une petite croisade, qui est la Ligue, en fait, la Ligue de 1366. Donc aux côtés du roi de Hongrie, de la flotte des Génois et du roi de Chypre. Et donc ils vont aller comme ça dans le détroit des Dardanelles, vers Gallipoli, et ils vont aller délivrer l'empereur byzantin qui est retenu prisonnier chez les Bulgares. Voilà. Apporter secours à son cousin l'empereur byzantin, Jean V, retenu prisonnier par les Bulgares. Donc on voit le côté interventionniste du fin fond de nos petites montagnes dans ce XIVe siècle, pouvoir prendre une flotte et puis partir comme ça en Turquie, au Moyen-Orient, faire des expéditions avec des seigneurs.
Et donc, ce que va faire également Amédée VI, il va créer un premier ordre chevalier en 1350, va naître un ordre chevalier en Savoie, l'ordre des Cygnes Noirs. Et donc ça, c'est le tout premier ordre chevalier de Savoie. Alors, si on regarde un peu la littérature scientifique ou académique, j'ai pu lire, effectivement, on conteste que ce soit un vrai ordre chevalier, puisqu'un ordre chevalier doit être créé pour une cause durable. L'ordre du Cygne Noir n'est pas vraiment créé pour une cause durable. Néanmoins, on atteste bien la naissance de cet ordre en 1350, donc c'était toujours intéressant. Mais cet ordre va être transformé en 1362, et là, on est bien sur un vrai ordre chevalier, avec ses références à la devise Ferte, dont je vous parlais tout à l'heure, et donc va être créé l'ordre des chevaliers du collier. Et donc en 1362, l'ordre chevalier savoisien va prendre le nom de l'ordre du collier. Cet ordre chevalier va subir deux transformations. Donc l'ordre du Cygne Noir 1350, 1362 l'ordre du collier, et puis en 1518, il sera transformé une dernière fois l'ordre de la très sainte Annonciade. C'est un ordre chevalier qui existe encore, hein, c'est un des rares ordres chevaliers en Europe qui existent toujours, hein, qui est propriété de de l'Italie pour maintenant, mais cet ordre chevalier donc a existé, et donc vous avez ici toute une littérature qui est très bien documentée. Vous pouvez la consulter sur le site de la Bibliothèque nationale de France, et vous avez tous les seigneurs qui étaient des seigneurs qui constituaient donc cet ordre chevalier avec leurs armoiries. Alors on voit bien que le Genevois ne fasse pas partie encore de la Savoie, ça ne va pas tarder. Bien sûr, ils étaient fédérés au Saint-Empire romain germanique, hein, les comtes de Genève, et donc les comtes étaient également dans l'ordre chevalier savoisien. On a des comtes de Genève qui étaient dans l'ordre chevalier, on a ici le Piémont, hein, cette référence au Piémont, on voit la Tarentaise, ainsi de suite. Donc on a comme ça une littérature sur les différents chevaliers de Savoie qui rejoindront l'ordre du collier. Et puis la dernière transformation, donc l'ordre de la très sainte Annonciade, hein, voilà, l'ordre de l'Annonciade. Donc ça, c'est un peu plus tard que cette transformation va avoir lieu. Et donc, on va ajouter dans ce collier ce médaillon de la Vierge Marie qui reçoit l'annonciation de l'arrivée de son enfant Jésus, de l'ange Gabriel. Donc ça, c'est l'ordre chevalier. Et ce sont, ici, vous avez le grand collier et le médaillon qui sont les attributs donnés au seigneur qui est fait chevalier. Hein. Et ensuite, ces colliers doivent être rendus à la mort du chevalier. Ensuite, quelques-uns ne sont pas rendus, puisque on en trouve très rarement, mais quelques-uns des fois à la vente. Alors après notre comte vert, Amédée VI, on a Amédée VII, le comte rouge. Alors le comte vert, c'était une référence aux habits qu'il portait, hein, le comte vert. Il était habillé en vert, et c'est comme ça qu'il lui est venu ce surnom du comte vert. Le comte rouge, on ne sait pas trop, certains disent que c'était le sang de ses ennemis qui tachait cette unique. Bon, mais en tout cas, c'était bien son surnom, le comte rouge. Alors, ce qui est marrant dans ce que j'ai noté ici, hein, appelé par le roi de France au secours de Louis II de Flandre, où il va se rendre à une bataille hein, à la demande du roi de France dans les Flandres, et il y a une citation qui dit accompagné de 700 lances de purs savoisiens. Donc on voit bien qu'effectivement il y avait une armée constituée, hein, qui était interventionniste et qui pouvait comme ça se rendre auprès d'autres grands souverains en Europe. Et il utilise les titres de comte de Savoie et ceux de duc du Chablais, d'Alost, marquis en Italie, vicaire général d'Empire, en référence au Saint-Empire romain germanique. Et donc le comte rouge, hein, qui était un passionné de chasse, hein, donc il chassait beaucoup à ripaille notamment, et il va mourir suite à une chasse, hein, il va se blesser, alors on ne sait pas s'il a été empoisonné ou pas, mais en tout cas il va mourir du tétanos consécutivement à un accident de chasse. Voilà. Et donc il y a un événement également intéressant dans l'histoire de la Savoie, c'est qu'en 1388, il y a une opportunité qui va s'offrir à la maison de Savoie à travers la dédition de Nice. Nice qui appartient jusqu'à maintenant donc, au royaume de Sicile. Et donc, dans les successions du royaume de Sicile, ce territoire va être divisé en deux. Il y a une partie qui est préemptée, ou en tout cas pressant les comtes d'Anjou pour prendre la dynastie d'Anjou pour prendre cette partie-là. Et puis il y a une autre partie qui est plus originaire de l'actuelle Albanie. Et entre les deux, donc in fine, c'est plutôt vers la famille d'Anjou que va être cédé ce territoire par la couronne de Sicile, et Nice n'a pas du tout envie de rejoindre les Anjou. Et donc ils vont faire une demande pour se mettre sous la protection de la maison de Savoie. Et donc la ville de Nice
va demander, donc ils seront encerclés par les troupes d'Anjou, et donc ils vont demander l'intervention du comte de Savoie, et donc à ce moment-là, Amédée VII va arriver avec ses troupes, et donc Nice va faire une dédition. Donc une dédition, c'est un acte volontaire de l'ensemble de la population qui va se dédier pour rejoindre une autre puissance. Et c'est comme ça qu'en 1388 sera signée la dédition de Nice, et Nice va rentrer dans la maison de Savoie à partir de 1388, et il restera jusqu'en 1860. Voilà. Donc Nice, également, fait partie de la maison de Savoie depuis le XIVe siècle, et donc se revendique eux aussi tout à fait savoisiens, de souche, hein. Et ça ouvrira par la même un accès à la Méditerranée pour la maison de Savoie. Donc c'est un territoire qui est unifié, qui commence à prendre beaucoup d'importance. Et donc si on avance, alors voilà, j'ai fait le 28 septembre 1388, la dédition de Nice. Donc là on a une petite illustration qui montre un petit peu tout ça, hein. Et donc j'explique, hein, c'est voilà, entre Anjou et Sicile, hein, c'était les Duras. C'est ces deux dynasties qui se discutent un petit peu le morceau, et puis in fine, Nice va se mettre sous la protection de la maison de Savoie, et ça sera accepté. Alors, ça sera démêlé un peu plus tard, hein, parce que ce territoire était indivisible, hein, selon ce qui était écrit, et donc il faudra attendre un peu plus tard qu'Amédée VIII démêle ça avec Yolande d'Aragon, pour que finalement, alors, Nice ça fait bien partie de la Savoie, hein, mais dans les textes, il faudra attendre que ce traité soit signé définitivement, parce que les Anjou revendiquaient toujours la propriété de Nice, en fait. Voilà pour l'anecdote, qui n'en est pas une. Alors, on continue Amédée VIII. Alors là, on monte crescendo. Amédée VIII, donc qui va être un souverain important. Amédée VIII, il va nous laisser des traces même contemporaines, hein. Aujourd'hui, on parle de fer ripaille. Fer ripaille, ça fait référence aux fêtes qui étaient données par Amédée VIII au château de Ripaille, hein. On a même un héritage majeur, hein, concernant un traité de cuisine. Donc un précis de cuisine qui a été fait par le comte d'Amédée VIII. C'est le seul document du Moyen-Âge qui existe et qui explique les recettes qui étaient faites lors des banquets au Moyen-Âge. Donc c'était maître Chacard. Et donc Amédée VIII, qui est comte le 19e comte de la maison de Savoie, dit le Pacifique. Alors là, on voit effectivement le rayonnement qu'on pouvait avoir Amédée VIII, hein. Déjà, il était à la tête d'une armée de 20 000 hommes. Donc ça montre un petit peu déjà l'organisation de son territoire, hein. Et il avait des émissaires qui sillonnaient toute l'Europe, hein. C'était un personnage très important et très influent dans l'Europe, hein, qui se construisait à cette époque. Et donc il avait comme ça, alors on n'aura jamais de guerre sur notre territoire, hein, il va réussir à éviter ce qu'il n'y ait jamais de guerre en Savoie. Par contre, il ira guerroyer beaucoup auprès d'autres grands souverains, ou en tout cas utilisera ses ambassadeurs, hein, pour aller à la rencontre de beaucoup d'autres dynasties. Et donc, Amédée VIII, on est dans un moment où le grand schisme chrétien a déjà éclaté, et donc là, on a un problème de pape et de revendication de papauté. On fait cohabiter plusieurs papes. Et donc, dans cet intervalle, le Saint-Empereur, qui rend visite au pape à Avignon, sur le chemin de retour, Amédée VIII va inviter le Saint-Empereur à Chambéry et va négocier la transformation du comté de Savoie en duché de Savoie. Et ça, c'est très important, puisque ça va permettre à ce territoire de s'émanciper complètement, alors même s'ils resteront en lien avec le Saint-Empire, hein, mais il n'y a plus de notion d'afféoder à une autre puissance, hein, c'est une émancipation complète. Et donc ce traité sera signé à Chambéry, hein. Il y a une lettre de patente qui sera publiée pour entériner la transformation du comté en duché. Alors le 19 février 1416, c'est la date qui est publiée et retenue. Bon, historiquement, il semble prouver que ce soit le 9 février, pas le 19, mais bon, j'attends encore d'avoir les éléments concrets pour le dire, mais visiblement, ça serait plus le 9 février que le 19 février. Mais bref, ceci étant dit, c'est bien en 1416 que la Savoie va basculer, va devenir un duché, et donc Amédée VIII sera le premier duc de la maison de Savoie. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Une fois que le comté va être érigé, il va rédiger une constitution. Donc en 1430, Amédée VIII va rédiger les Statuta Savodia, donc qui est un code de législation et d'administration pour l'organisation et la gestion de son pays. Et donc dans ce code, qui est publié en juin 1430, ça régule et ça explique le fonctionnement du pays, du duché de Savoie. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, dans ces statuts, alors si on les lit à l'heure actuelle, ces statuts, ça peut paraître des fois un peu désuet, il y a toute une partie sur la tenue vestimentaire, hein, puisque ça codifiait votre position sociale, donc il fallait respecter un certain nombre d'us et coutumes en termes de vêtements.
Mais il y a aussi toute une partie sur la place du culte. C'est un moment où les Juifs sont chassés dans toute l'Europe. Et donc Amédée VIII va accueillir également sur son territoire, les Juifs pourront s'installer en Savoie et seront protégés effectivement dans cette... voilà, ça fait partie aussi des statuts de la Savoie. Ici vous avez un... Je crois que j'en ai, voilà. Ça c'est l'édition originale, hein, enluminée. Alors en 1430, l'imprimerie n'était pas encore née. Elle va naître 10 ans plus tard, hein, 1440, Gutenberg, l'invention de l'imprimerie, 1450 même peut-être. Par contre, ces statuts-là, ils vont être imprimés, donc j'ai une version imprimée de 1530, qui est là-bas, qui est un original imprimé de 1530 des statuts de Savoie, qui est rédigé en latin. Et donc, Amédée VIII, après avoir transformé le comté en duché, avoir créé une constitution, et fait rayonner ce duché de Savoie dans toute l'Europe, parce que tous les gros souverains venaient faire la fête à Ripaille, hein, c'était des fêtes majestueuses, hein, qui étaient données. Et il va être désigné pape par le concile de Bâle. Et donc, alors je l'ai dit, il y a plusieurs papes à ce moment-là, hein, c'est pour ça qu'on dit antipape. Hein. Et puis en plus, Amédée VIII, il a été marié, hein, pour un pape, c'est pas... donc c'est on le qualifie d'antipape. Mais néanmoins, il va, bon, il n'y a pas tellement le choix, il va accepter cette mission qui lui est confiée. Il est très pieux, hein, Amédée VIII, il va fonder l'ordre de Saint-Maurice, hein, l'ordre dynastique de Saint-Maurice également. Voilà. Et dans la période d'Amédée VIII, je ne l'ai pas dit, mais en 1401, Amédée VIII va acheter le comté de Genève. Il n'y a plus de succession dans les comtes de Genève, et donc le comté de Genève va être rattaché à ce moment-là à la Savoie. On verra la carte sur Amédée VIII, hein, il va réussir à faire une jonction complète de tout ce territoire. Et donc il va prendre le titre de Félix V, hein, il sera intronisé pape donc, dans la cathédrale de Lausanne. J'ai une vue ici, voilà. Donc la cathédrale de Lausanne. Et si vous allez vous balader à Lausanne, allez voir cette cathédrale magnifique. Et vous avez dans les vitraux, quand vous vous baladez, donc j'y suis allé, voilà, vous avez les armoiries de la Savoie, la devise verte. Et vous avez comme ça des références, le drapeau du Genevois, vous allez avoir les blasons et ainsi de suite. Alors on a également ici l'aigle du Saint-Empire romain germanique, qu'on voit ici, un jaune avec l'aigle bicéphale. Et puis dans cette écriture qui est ici, alors on ne le voit pas bien ici, mais c'est assez intéressant, c'est qu'en fait ici ça fait référence au royaume de Bourgogne. 888, 1032, et puis ensuite quand vous montez, vous avez le Saint-Empire et puis la Savoie. Voilà. Donc ça c'est dans les blasons qui sont dans la cathédrale de Lausanne. Voilà. Cette cathédrale, elle a été bâtie hein, sous l'ère de la maison de Savoie également. Hein, elle sera construite à la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve des devises vertes un peu partout et des croix de Savoie en Suisse. Hein. Moi qui travaille en Suisse, mes collègues me détestent parce que dès qu'on parle de quelque chose, je leur dis bah ouais, ça c'était fait par la Savoie. Ils vont voir, ils disent merde, il a encore raison. Voilà. Donc suite à donc en 1440, il sera intronisé pape et donc il va remettre le pouvoir à son fils. Donc Louis Ier de Savoie. Et donc pareil, autre élément absolument hallucinant quand je me suis penché sur l'histoire de la Savoie, en fait la Savoie va, alors on va pas dire acheter, parce qu'on peut pas acheter des reliques, c'était, vous pourriez être coupable d'excommunication. Mais néanmoins, donc le Saint-Suaire va rentrer dans la propriété de la maison de Savoie. Et donc le Saint-Suaire va être récupéré par Louis Ier de Savoie et son épouse, hein, Anne de Chypre, la famille des Lusignan, avec qui il est marié. Et donc le Saint-Suaire sera donc conservé, deviendra une relique conservée sur le territoire, notamment à Chambéry. Hein. Il sera gardé donc dans un coffre en argent à Chambéry. Alors il est exposé toutes les années, hein, on le sort et on le présente, hein, les gens viennent se recueillir devant le Saint-Suaire. Il sera également exposé à Annecy, à l'occasion du mariage de Philibert II à Notre-Dame de Liesse. Le Saint-Suaire sera exposé à ce moment-là. C'est là où la mère de Saint-François de Sales demandera qu'on lui donne un fils. Voilà. Mais donc le Saint-Suaire fait partie de la maison de Savoie. Et donc c'est Emmanuel Philibert qui le fera transférer. Donc Chambéry, ça m'a brûlé. D'ailleurs le Saint-Suaire est un peu abîmé. Hein. Donc c'est les nonnes de Chambéry qui vont rapiécer le Saint-Suaire avec des nappes. Hein. Donc il y a 13 morceaux qui ont été un peu brûlés du Saint-Suaire. Et puis Emmanuel Philibert va le mettre sous protection. À un moment donné, il va le transférer à Turin, prétextant qu'un évêque voulait le voir. Et puis il ne reviendra jamais, il sera à Turin. On s'est dit Turin, c'était la capitale à ce moment-là des États de Savoie également. Donc rien de choquant. Et puis maintenant, il est toujours là-bas. Voilà. Et donc le Saint-Suaire fait partie de la propriété de la maison de Savoie depuis le XVe siècle.
Alors, pareil, dans la dynastie de Savoie, souvent on a des bienheureux. Hein. Alors un bienheureux, hein, c'est souvent quelqu'un qui sera béatifié par la suite, ou quelqu'un très très pieux. Alors c'est le cas d'Amédée IX, hein. En l'occurrence c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres avant. Mais il est connu pour sa grande piété, sa charité envers les pauvres. Et donc il sera considéré rapidement comme un saint. Et justement, c'est saint François de Sales qui écrira une supplique au pape pour qu'il soit enfin béatifié, et ça sera fait. Donc la béatification sera prononcée en 1777. Alors, Philibert II, dit le Beau, j'en parlais justement tout à l'heure. Et donc là, on va rentrer dans une période un peu plus trouble dans cette Europe, hein, où les États commencent un petit peu à se constituer, à pousser un peu les lignes de leurs frontières. Hein. C'est le cas de la France, hein, notamment, hein, qui veut conquérir l'Italie. Hein. Il faut savoir que les rois de France vont faire 13 guerres en Italie. Ils estiment que l'Italie leur appartient. L'Italie n'est pas unifiée. Hein. L'Italie, c'est une somme de républiques, de principautés. Hein. L'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle sera unifiée en 1861. Donc l'Italie n'est absolument pas unifiée. Il y a notamment le Milanais, hein, qui est très puissant. Il y a les États pontificaux, il y a la République de Gênes, il y a le royaume de Sicile, il y a le royaume de Sicile-Sardaigne. Des fois ils sont ensemble, des fois ils sont pas ensemble. Et donc, dans cette période-là, on va avoir, bien sûr, quand vous partez de France et que vous voulez aller conquérir l'Italie, vous passez par la Savoie. Et donc, on va souvent avoir affaire au royaume de France. Alors, c'est le cas de Philibert II. Il va s'opposer notamment aux Français en 1502, leur interdisant le passage par son État. Donc, ils vont contourner, ils vont passer par le marquisat de Saluzes pour pouvoir y aller. Mais ça, c'est des choses qui vont être un peu récurrentes parce que ces guerres, elles vont continuer. Et donc, c'est ce qui va nous amener à cette période un peu plus trouble ici. Donc, j'en parlais, donc, Charles II, c'est lui qui fera la création de l'ordre de chevalier de l'Annonciade, hein, en 1518. Et puis donc, dans la continuité de ces guerres en Italie, hein, pour conquérir l'Italie, on va, de la même manière, Charles II, il va s'opposer à François Ier, aux troupes de François Ier, et puis il va perdre, et donc la Savoie va être occupée, et donc ils vont pas pouvoir partir, se réfugier, et donc on va rentrer dans une période d'occupation. Alors il va remettre le pouvoir à son fils, Emmanuel Philibert, qui est trop jeune, hein, mais qui en même temps devient duc, mais n'a plus de pays à administrer, hein, puisqu'il est complètement occupé par les Français, donc de 1536 jusqu'en 1559, cette occupation. Et donc Emmanuel Philibert, c'est également le neveu de Charles Quint. Et donc Charles Quint, qui est roi de la couronne d'Espagne, mais qui est également empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, va accueillir Emmanuel Philibert, et donc il va être élevé à la cour d'Espagne. Il va notamment se distinguer dans son aptitude militaire, et il finira par être commandant en chef des troupes impériales. Et donc c'est à l'occasion d'un combat entre la couronne d'Angleterre, le Saint-Empire et la France, en 1559, la bataille de Saint-Quentin, et donc Emmanuel Philibert va défaire les armées françaises, et c'est à l'occasion de cette victoire de Saint-Quentin que sera signé le traité de Cateau-Cambrésis, qui rendra à la Savoie ses terres. Et donc on a en 1559 le fameux traité qui va rendre à Emmanuel Philibert les possessions du duché et du Piémont. Il y a une toute petite partie qui lui sera restituée un peu plus tard, mais c'est à l'occasion justement de ce combat mené pour la couronne d'Espagne contre la France que la Savoie va récupérer son territoire. Alors Emmanuel Philibert, hein, sa devise, c'était Spoliatis ama super sunt. Alors il y a une traduction qui dit à la pointe, il reconquit ses États à la pointe de l'épée. Ça c'est la version Hollywood. La vraie traduction, c'est à ceux qui sont spoliés, il reste des armes. Donc ça, on le dit quand même long, hein, tête de fer, hein, c'était pas pour rien. Il y a une magnifique statue que vous pourrez voir là-bas d'Emmanuel Philibert. Ça, c'est une statue qui illustre justement Emmanuel Philibert rentrant à Chambéry, triomphant et récupérant son... Voilà, c'est une statue qui a été faite par Rocchetti, qui est un grand sculpteur, mais je vous ferai une petite balade après de l'exposition commentée. Donc voilà pour Emmanuel Philibert. Et dans les grands personnages également qui ont... fait la Savoie, hein, on va avoir la naissance de Saint François de Sales, qui va naître en 1567. Et donc Saint François de Sales, hein, alors je ne vais pas vous faire tout son pédigré, mais ordonné prêtre, il finira évêque et ainsi de suite, évêque de Genève. Mais entre-temps, en 1536, c'est la Réforme. Et donc c'est la Réforme protestante, et donc il ne pourra jamais officier dans son évêché à Genève. Donc il sera transféré à Annecy.
Et donc saint François de Sales officiera depuis, bien qu'il soit nommé évêque de Genève en 202, il officiera à Annecy. Et donc il va partir à la reconquête du Chablais. Le Chablais est devenu protestant. Et donc saint François de Sales, armé de sa Bible, puisque sa devise était que ne rien faire par force, mais tout par amour. Enfin, si je transpose un petit peu le fond de sa pensée, un profond humaniste. Il va partir dans le Chablais pour aller à la reconquête du Chablais, devenu protestant. Et donc, il va être le premier à inventer la propagande. Puisque l'imprimerie existe, il va faire des petits tracts qu'il ira glisser sous la porte des habitants. Et c'est pour ça que saint François de Sales devient le patron alors, c'est pas que ça, mais entre autres, donc il est le saint patron des écrivains et des journalistes. Et donc saint François de Sales également, qui est un homme de lettres éminent, ses écrits sont majeurs, il y en a un certain nombre, l'introduction à la vie dévote et autres. Mais donc saint François de Sales va aussi être le cofondateur donc, de l'Académie Florémontane avec Antoine Favre, qui est le président du Sénat souverain de Savoie. Alors j'ai un magnifique codex d'Antoine Favre. Donc, Antoine Favre c'était un juriste, le Sénat de Savoie c'était la cour de justice de la Savoie. Et donc Antoine Favre, qui est un éminent juriste, va écrire l'ensemble des lois et des traités de la Savoie, qui durera, cette base-là qui va poser vers la fin du XVIe siècle, elle va durer jusqu'en 1860. Ça va inspirer d'ailleurs les constitutions à venir, notamment Napoléon III et autres, utiliseront un petit peu, c'était un grand personnage, un grand juriste, donc Antoine Favre. Et donc il sera nommé président du Sénat de Savoie, premier président du Sénat souverain de Savoie, et avec saint François de Sales, les deux vont fonder l'Académie Florémontane, donc qui est une académie des lettres française, d'accord, bien avant l'Académie française. L'Académie Florémontane. Parallèlement à saint François de Sales, est-ce que Chablais a aussi été récupéré Oui. par les armes? Je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Je ne suis pas assez... bien qu'étant originaire du Chablais, je ne sais pas comment ils sont revenus dans l'escarcelle. Mais en tout cas, oui, le Chablais va revenir effectivement dans le giron de la Savoie. Ça dit, ils n'avaient pas rejoint la Confédération suisse, mais ils étaient simplement, ils s'étaient lancés, en tout cas, à embrasser le protestantisme. Mais ils vont redevenir au fil du temps, effectivement, ils vont revenir dans le catholicisme. Et donc, saint François de Sales va être finalement le cofondateur de l'ordre de la Visitation, avec Sainte Marie. Voilà. Et donc, il sera canonisé, lui, en 1665, et puis proclamé docteur en Église également. Donc voilà, pour situer quelques grands personnages au-delà des souverains qui sont présents ici. Alors, je continue ici, vous avez un petit peu ce qu'on a connu. Alors, François Ier, sa mère, c'est Louise de Savoie. Ça, faut quand même le savoir. Et donc François Ier, pareil, c'est en 1539, le Villers-Cotterêts, je ne sais plus, je crois que c'est ça, va adopter donc pour l'administration de l'État français, va adopter donc le français pour son administration. Alors rien d'étonnant à ça quand on sait qu'effectivement le français va devenir également une langue officielle en Savoie dès 1350. Et donc, en fait, il va prendre la langue de sa mère et effectivement, Louise de Savoie aura aussi une grande influence sur le règne de son fils François Ier. Et donc, dans cette continuité-là, on va avoir d'autres occupations qui vont toujours dans ces volontés de prise du royaume de France, de conquérir l'Italie. On va avoir d'autres occupations françaises. On va être occupé par Henri IV, on va être occupé par Louis XIII, en des périodes plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Mais on aura une occupation de Louis XIV, 2 fois, Louis XIV d'ailleurs. Alors là, on est dans ces fameuses occupations qui donneront naissance à Rumilly, la Pasnaille, pour verrouiller le portail avec une carotte pour empêcher les Français d'entrer. C'est ces périodes-là dont on parle. Voilà. Et donc, dans ces périodes d'occupation, on a par exemple, alors je m'arrête quand même là-dessus parce que ça c'est important, dit le renard de Savoie. Donc Victor Amédée II va avoir une politique d'alliance et de retournement. Ça, c'est des choses qu'on m'a fait corriger récemment. J'ai travaillé avec une historienne de Savoie. Elle m'a dit non, là, tu racontes l'histoire comme les Français. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut que tu enlèves. Voilà, comme par exemple, il gouverne, il forme un État absolutionniste centré, il gouverne comme un despote éclairé. Elle m'a dit non, il gouverne comme un souverain éclairé. C'est pas la peine de mettre despote. Voilà. Mais néanmoins, effectivement, il va avoir un acte fondateur important. Il va supprimer les privilèges donc des nobles, du clergé et des communes.
Et là, on a déjà une volonté des souverains qui est très avant-gardiste, hein. C'est qu'ils veulent créer un impôt plus juste, et ils veulent que chacun puisse devenir propriétaire. Et donc, ce qu'il va faire, il va commencer, donc, c'est Victor Amédée II qui va commencer par abolir les privilèges des nobles et clergés des communes, et puis c'est Charles-Emmanuel III qui finira par faire tomber les droits féodaux, permettant aux paysans de devenir propriétaires et de racheter leurs droits féodaux. Alors ça, je vous en dirai un petit mot après. Mais donc, dans cette période-là, on va avoir ici une bataille, toujours une occupation française, et qui concerne la succession de la couronne d'Espagne. Le royaume de France voudrait prendre la couronne d'Espagne, mais ça ne plaît pas forcément au Saint-Empire, ça ne plaît pas forcément aux Anglais, et donc il y a plusieurs batailles qui vont se faire entre le roi d'Espagne et puis donc la France, alliée avec la couronne d'Espagne, alliée avec notamment le Saint-Empire et donc la Savoie, et à l'occasion donc d'un traité signé en 1713, pour remercier un petit peu la Savoie, le traité d'Utrecht, on va donner, en fait, la Sicile à Victor Amédée II. Et donc, pour la première fois, la maison de Savoie va être titulaire d'un titre de roi, roi de Sicile. Alors, ils avaient quand même déjà fait l'acquisition de titres de roi. Hein. Ils sont rois de Chypre et de Jérusalem. C'est un titre honorifique qu'ils ont acheté, notamment par l'intermédiaire de Louis Ier de Savoie, qui était marié avec Anne de Lusignan. Donc, mais ça, c'était un titre qu'ils ont acheté, qui est un titre honorifique, un roi titulaire de Chypre et de Jérusalem, qui est un titre qui perdure toujours. Hein. Mais là, pour la première fois, on va être roi de Sicile. Alors, pas très longtemps, parce que c'était les possessions espagnoles, hein, la Sardaigne et la Sicile, et ça ne plaît pas beaucoup aux Espagnols d'avoir perdu la Sicile. Et donc, il faudra attendre un second traité, toujours dans cette même intervalle. Il y a un autre traité qui va être signé un peu plus tard à Londres, ce qu'on appelle d'ailleurs le traité de la quadruple alliance, hein, toujours dans ces guerres de succession, et qui vont donner en 1718, on va échanger la Sicile, donc l'Espagne va reprendre la Sicile, et en échange, on va donner la Sardaigne à la Savoie. Et on deviendra roi de Sardaigne. C'est comme ça qu'on va acquérir le titre de roi de Sardaigne. D'accord ? Et ça sera applicable en 1720. Et donc, à partir de là, on a maintenant donc, roi de Sardaigne, duc de Savoie, prince du Piémont, le Piémont est une principauté, voilà, toute une litanie de titres. Donc ça, c'est une période importante hein, pour cette partie-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Charles-Emmanuel III, voilà, on dit despote, il gouverne en despote éclairé, donc on m'a fait rayer despote, on dit non, en souverain éclairé. Voilà, et donc, il consacre, donc, alors c'est vrai que c'est un souverain, hein, et on le voit dans la littérature, hein, il y a toujours on qualifie les souverains de Savoie comme étant les souverains les plus paternalistes pour son peuple. Ils étaient toujours très intentionnés, il y avait une gestion fédérale hein, aussi hein, du territoire, hein, qui donnera naissance un petit peu à l'organisation qu'on voit en Suisse aujourd'hui. Hein. On était fédérés en province, donc il y avait quand même la justice était très très organisée. Hein. Faut savoir que sous Amédée VIII, en 1430, dans la Constitution, va apparaître le droit à un avocat pour les pauvres. Et donc ça, c'est un droit qui est couché dans la Constitution de 1430. Et attention, l'avocat qui défendait les pauvres, qui ne pouvaient pas se payer un avocat, c'était les avocats les plus éminents du barreau. Voilà, donc, il y avait une volonté comme ça d'organiser effectivement, de fonctionnariser. Hein, et on va voir les avancées notamment sur la justice, c'est très important hein, la justice, hein, le fonctionnement de la justice. Et dans cette volonté de modifier le fonctionnement de la société, il va faire tomber les privilèges féodaux. Et donc les privilèges féodaux, alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, ça va prendre un petit peu de temps, et donc ça va permettre aux paysans de racheter les terres à leurs seigneurs. Et donc c'est pour ça qu'on a en Savoie une particularité également. On a beaucoup de propriétaires terriens qui possèdent une moitié de montagne, hein, ou qui possèdent des choses qu'on voit nulle part ailleurs. En fait, c'est lié à ça. C'est lié à cette volonté-là, et en même temps va être organisé donc le cadastre du pays, puisque l'idée c'est de prélever un impôt sur la possession terrienne. Et donc on va changer le mode de fonctionnement, on va prendre l'impôt sur ce que sur ce que chacun possède. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse être propriétaire. Ils avaient compris également qu'en étant propriétaire d'un lopin de terre, avec 3-4 vaches et un peu de culture, ben en fait, on vivait relativement bien, en fait. Hein. Et donc, ça, c'est très précurseur, parce qu'on est bien avant la Révolution française. Hein. Et donc ça, c'est un acte qui est très, très important, qui est très bien documenté sur cette grande évolution de l'histoire de la Savoie. Et puis on va arriver justement dans cette révolution 1789. Alors 1789, la prise de la Bastille,
sincèrement, en Savoie, ça a fait sauter personne de joie ou ainsi de suite, parce qu'on se sentait absolument pas concerné, c'était pas notre pays à cette époque. Hein. Donc voilà. Mais néanmoins, en 1793, les révolutionnaires français vont entrer en Savoie, même en 1792, hein, au mois de décembre 1792. On va entrer en Savoie. Alors au début, avec des intentions, les troupes séjournent sur le territoire. Hein, bon, voilà. Et puis, pour finir, ça va quand même partir assez vite en cacahuète, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'on n'en ferait pas de modification, on réformerait pas l'église, on mobiliserait pas de troupes en Savoie. Bon, tout ça va être bafoué très très vite. Et donc, ça va donner lieu au mois de mai 1793 à des insurrections dans le territoire de la Savoie. Et donc, les insurrections, c'est des insurrections populaires, paysannes. Puisqu'il n'y a plus de... le souverain est parti se réfugier de l'autre côté des montagnes, hein, donc il ne reste plus de troupes, et on n'a plus que des paysans qui sont sur le territoire de la Savoie. Et ces paysans-là vont se soulever contre les révolutionnaires français. Alors il y aura plusieurs escarmouches. Il y en a une qui est célèbre également, c'est la guerre de Thônes, hein, qui est une guerre éclair. Donc dans la vallée de Thônes vont se rassembler beaucoup de paysans et qui vont tenir tête aux révolutionnaires français. Ils vont venir voler un canon au château de Menton, là. Ils vont monter et puis ils vont faire une tenaille dans le défilé de Thônes, au niveau du pont d'Ingy. Ils vont donc ils seront sur la gauche un peu plus haut, en face du cimetière de Morette. Vous avez le cimetière de Morette qui commémore les morts de la guerre de 39-45. Sur la gauche, vous aviez le camp des insurgés. Il y a une plaque, si vous montez dans la forêt, vous verrez, il y a le camp des insurgés. Ils étaient installés en face à la dent du Cruet, et donc ils tenaient comme ça le défilé. Alors, ils ont tenu pas longtemps, hein, puisque, bien évidemment, hein, on fondait l'argenterie pour faire des balles, enfin voilà, ils étaient équipés de briques et de brocs, mais ils vont tenir quand même 4-5 jours comme ça, tête aux révolutionnaires français qui vont envoyer énormément de troupes hein, pour pouvoir faire sauter ce verrou, et finalement, à court de munitions, ils vont lâcher l'affaire, ils vont aller se cacher dans la montagne, et là on aura droit à un pillage en règle, hein. La ville de Thônes sera pillée pendant 3 jours, voilà. Et puis on arrêtera donc Marguerite Havet-Frischlet, qui est une jeune Savoisienne hein, qui était partie s'exiler, qui est revenue au moment de la Révolution française sur le territoire. C'est une jeune femme instruite, hein, et elle aura un rôle majeur dans cette insurrection. Elle remontera le moral des troupes, on dit même qu'elle s'est déguisée en homme, elle guide les gens, elle les rebooste un petit peu, et donc elle sera arrêtée, et elle sera donc jugée de manière un peu expéditive, hein, elle sera embastillée à la vieille prison à Annecy. Elle sera finalement arquebusée passée par les armes sur le paquet, et son corps sera jeté à la fosse commune. Et donc, à partir de là, 1793, jusqu'en 1815, hein, après les révolutionnaires, on va avoir Napoléon, hein, l'Empire Napoléon, qui va occuper également le territoire. C'est une période dans laquelle on va avoir à peu près 80 000 morts sur une population de 350 000 habitants. Voilà, donc c'est un peu une petite Vendée hein, qui a les mêmes mécanismes, hein, exactement les mêmes ressorts. Donc on va piller allègrement les églises, on va faire brûler les toits d'église hein, pendant cette période. On avait des magnifiques clochers à bulbes, hein, la plupart seront brûlés durant cette période de terreur également. Et donc on va devoir attendre jusqu'en 1815 la chute de Napoléon pour retrouver notre souveraineté et que le souverain, donc Victor Emmanuel Ier, récupère le duché de Savoie et le royaume de Sardaigne. Et donc à la chute de Napoléon XV, la chute de Napoléon Ier, en 1815, va être signé un traité à Vienne. Alors, pourquoi le souverain n'a pas envoyé ses troupes pour virer les révolutionnaires? Alors, c'est une bonne question. Bon, il y avait un déséquilibre également de force à ce moment-là. Hein. Et donc, bon, c'est comme ça que les choses se sont passées. En tout cas, il s'est réfugié. C'est la fameuse affiche où on voit le roi des marmottes qui part de l'autre côté des montagnes. Hein. C'est au moment de cette occupation française. Voilà. Donc, bon, cela dit, ils avaient déjà commencé beaucoup à construire aussi leurs États du côté italien actuel. Hein. On avait déjà transféré la capitale à Turin et ainsi de suite. Il y avait déjà une volonté sous-jacente, hein, parce que 13 fois hein, la France est passée par la Savoie pour aller conquérir l'Italie, donc bon, il y avait un peu une lassitude aussi, et je pense qu'il y avait déjà aussi une volonté sous-jacente, ce qui arrivera un peu plus tard, hein, de construire un pays réellement de l'autre côté des montagnes, un peu plus à l'abri. Voilà. Et après, j'ai pas le détail précis du pourquoi. Voilà.
de cette période-là. Mais en tout cas, ce qui est important dans ce congrès qui va être... alors, le congrès va se tenir à Vienne et le traité sera signé à Paris, un peu après. Mais dans ce congrès, il réunit toutes les nations qui étaient parties prenantes des guerres de Napoléon. Donc la Russie, l'Angleterre vont siéger au congrès de Vienne. Et au congrès de Vienne, on va se mettre d'accord sur comment on retrouve une situation post-napoléonienne. Et dans ce congrès de Vienne, Genève, qui fait partie de la Savoie, veut quitter la Savoie pour rejoindre la Confédération helvétique. Et donc, Genève n'a pas assez de terre en surface pour devenir un canton suisse. Et donc, la Maison de Savoie va lui donner les communes. Bon, on va donner les communes protestantes, d'ailleurs, Carouge, et ainsi de suite. Et en contrepartie, donc Genève va devenir un canton suisse, et en contrepartie d'avoir donné les communes à Genève, la Savoie va acquérir la neutralité helvétique. Et donc ça, c'est le congrès de Vienne qui entérine cette résolution. Donc, article 432 du Congrès de Vienne, la neutralité de la Savoie. Donc, la moitié de la Savoie est neutralisée, le Chablais, le Faucigny, et un axe qui passe par Ugine. Tout ce qui est au nord de cet axe est la zone neutre. D'accord ? Donc, création de la zone neutre, et c'est la neutralité helvétique perpétuelle qui est donnée à la Savoie en 1815, signée dans le Congrès de Paris de 1815. Donc ça, c'est un acte important également. Et à partir de là, donc, on va avoir Charles Félix, qui va succéder en 1821 donc, à Victor-Emmanuel Ier. Alors Charles Félix le bien-aimé, alors Charles Félix on le retrouve, il fera construire le pont de la Caille en l'occurrence, enfin, d'ailleurs le pont Charles Félix il s'appelle, pas le pont de la Caille normalement. Voilà. Et Charles Félix c'est le dernier descendant de la lignée originelle des Humbertiens. Après lui, il n'y a plus de descendants originels, c'est des branches cadettes, notamment les branches issues de Carignan, donc Carignan c'est Carignano dans le Piémont. Et donc Charles Félix, il va prendre le pouvoir en 1821. Alors si on lit, on voit que par exemple, il supprime la constitution octroyée par Charles Albert. Alors on me dit, mais attends, Charles Félix, il est avant Charles Albert, comment il a pu supprimer? En fait, en 1821, là, au moment du changement de pouvoir, il y a déjà des insurrections, en tout cas une pression bourgeoise assez forte. Et il y a un coup d'État qui est fait par Charles Albert qui tente de monter sur le trône. Et donc Charles Albert va tenter de prendre le pouvoir, poussé par une bourgeoisie, et il va justement octroyer donc une constitution, voilà. Mais in fine, c'est bien Charles Félix qui montera sur le trône, et donc il va supprimer cette constitution là qui va durer que quelques jours en fait. Et donc Charles Félix prendra bien le pouvoir. Cela dit, il prendra sous son aile Charles Albert, puisque ça sera le futur duc de Savoie, roi de Sardaigne. Et donc Charles Félix va régner comme ça, il va continuer à faire pas mal de modifications, notamment les franchises. Les franchises, c'est des autorisations particulières qui sont données à certaines parties du territoire. Par exemple, en Val d'Aoste, on ne payait pas d'impôts. Parce qu'ils avaient acquis ce privilège suite à des guerres qu'ils avaient menées pour la Maison de Savoie. Et donc on a comme ça des particularités territoriales qui se comprend très bien dans un système fédéraliste qu'on a un peu plus de mal à comprendre en France, parce que la France ça doit être uniforme, alors que là on fait des particularités par territoire. Et donc à la suite de Charles Félix, donc 10 ans plus tard, en 1831, donc c'est Charles Albert qui fait partie de cette branche des Carignans, de Carignano, qui va prendre le pouvoir. Et donc toujours sous cette même impulsion, on est à un moment donné où effectivement on a des courants révolutionnaires qui perdurent. Et donc là il va instaurer donc le statut d'une monarchie constitutionnelle à 2 chambres. Et donc, c'est ce qu'on appelle le statut albertain. En 1848, il va promulguer donc, le statut d'une monarchie constitutionnelle à 2 chambres, avec donc la Chambre des députés et la Chambre du Sénat. Et donc, cette constitution de 1848, c'est souvent un hymne à la liberté, en fait. Pourquoi? Parce que dans cette constitution, on a la liberté de presse politique, ce qui n'existait pas, la liberté d'association, ce qui n'existait pas non plus, la liberté de culte, voilà, même si la Savoie est chrétienne, les autres cultes sont tolérés. Et on a également donc, la liberté du citoyen par le fonctionnement politique, puisque cette monarchie constitutionnelle avec les 2 chambres, une partie des députés est élue donc, par les provinces et les syndics, enfin, pas par les syndics, mais élus par les provinces, et puis les sénateurs sont désignés par le roi. Donc
cette période-là, 1848, le statut albertain, alors d'ailleurs la ville de Conflans changera de nom, hein, ça va s'appeler Albertville, hein, Albertville s'appelait pas comme ça avant, c'est en mémoire à Charles Albert, et puis peu de temps après sera créé l'hymne des Allobroges, l'hymne de la liberté. L'hymne de la liberté, ça fait référence à cette constitution. Hein. Je viens fêter la constitution, on parle de la constitution de Savoie, pas d'une autre constitution. Hein. Lorsqu'il était là, j'ai dû quitter la France. Voilà. Donc ça, ces paroles-là, ce chant s'appelait le chant de la liberté, hein, à l'Obroge-Vaillant au départ. Et c'est une allégorie à la liberté qui vient se réfugier dans les Alpes. Voilà. Et donc, après Charles Albert, qui va instaurer donc cette monarchie, on va avoir donc Victor Emmanuel II, qui est le fils de Charles Albert. Et Victor Emmanuel II, il va y avoir une négociation qui est faite avec, par l'intermédiaire de Cavour, qui est un ministre de la Savoie, et qui va se mettre d'accord avec Napoléon. Il y a des accords secrets qui vont être faits à Plombières, et il va négocier le soutien de Napoléon contre l'intervention des Autrichiens pour créer le royaume d'Italie. Et en échange, il est prévu que l'on donne à la France, à Napoléon III, que l'on donne la Savoie et Nice. Et donc, ça sera fait donc, en 1860. Hein. En 1860 sera signé le traité de cession. Ce n'est pas un traité d'annexion, souvent. On fait une confusion, on parle d'un traité d'annexion. Ça n'a jamais été un traité d'annexion, c'est un traité de cession. Le traité de cession, hein, c'est un contrat synalmatique, hein, donc signé entre deux souverains, qui se mettent d'accord sur les modalités de cession, les modalités de cet accord. Et donc, dans ce traité de cession, alors déjà, ce qui est intéressant, le discours de Napoléon III, quand il s'adresse aux députés, il s'adresse aux députés de la députation savoisienne, pas savoyarde. Hein. Savoyarde, c'était un terme péjoratif. Hein. Il était très malvenu. Gabriel de Mortillet l'écrit dans son guide du voyageur. Hein. Il ne fallait pas parler de quelqu'un, dire que vous êtes savoyard. Savoyard, ça désignait quelqu'un, un émigré en fait, hein, savoyard. Donc le terme savoyard était très péjoratif. Hein. Le terme de bienséance, c'était savoisien et savoisienne. Et le premier à avoir créé ce néologisme savoisien, c'est Marc-Claude de Butet, qui est un poète donc, du XVIe siècle, hein, qui est officier de la cour de France, qui va se qualifier de gentilhomme savoisien. Voilà. Et bon savoisien, on l'entend également dans le chant des Allobroges, hein, donc c'était le terme à utiliser. Donc Napoléon III, il dit bien savoisienne, hein, les Savoisiens, il ne parle pas de savoyard, hein, parce que ça aurait été très très malvenu. Et donc dans les modalités de cette cession, hein, du traité de cession, il n'y a pas écrit annexion ici, il y a deux articles là qui sont intéressants. Le premier article, c'est que donc, le roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et l'arrondissement de Nice à la France et renonce pour lui et ses descendants et successeurs en faveur de l'empereur des Français. Hein. Donc c'est vrai que la cession, elle va se faire à destination de l'empereur des Français. Donc il va renoncer, mais sans que nulle contrainte des volontés des peuples. Et donc c'est pour ça qu'il sera organisé un plébiscite, hein, pour entériner le choix. Alors le choix, bon, vous pouvez devenir sarde, vous pouvez choisir de rejoindre la France, et il y avait deux options, c'était oui et zone. Zone faisant référence aux zones franches, hein, qui ont été créées, donc les deux grandes zones, la petite zone franche et la grande zone franche. Il n'y aura pas de bulletin non, il n'y a pas d'isoloir. On est occupé sur le territoire par on est occupé. Les troupes françaises séjournent sur le territoire à l'occasion de ce plébiscite. On sait que 3 millions de francs ont été dépensés en propagande pour cette élection. Les syndics qui sont opposés, puisqu'on va demander au syndic, le syndic c'est le maire, hein, c'est l'équivalent du maire, hein, on va demander au syndic d'organiser ce plébiscite, et tous les syndics qui sont pas favorables au plébiscite, on les remplace par d'autres syndics. Ouais. Donc bon, c'est alors 93,7% de oui. Bonneville, 105% de oui. Bon, je vous laisse ce juge. Et l'article 2, alors l'article 2 il est très important parce que le roi de Sardaigne transfère les parties neutralisées de la Savoie aux conditions auxquelles il les possède lui-même. Et dans ce traité de cession, il y a des modalités. C'est-à-dire que les droits acquis de la Savoie en 1815 sont transférés à la France. Et la neutralité en fait partie, les zones franches en font partie. Et donc, cette neutralité-là, c'est ça qui pose un vrai problème, parce qu'en 1860, on va céder un territoire neutralisé, mais en 1870, la France va faire la guerre de Prusse, et donc on va envoyer des combattants savoisiens à la guerre, et en 14-18 aussi. C'est pour ça que ce traité sera contresigné à l'occasion d'un petit alinéa en 1919 entre la France et la Suisse, où on dira on met fin aux zones franches et à la neutralité.
Bon, c'est-à-dire en 1932, la France a été condamnée par le tribunal de la Haye pour non-respect de la petite zone franche. Donc ça laisse effectivement beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire après 1860, donc le territoire va être organisé donc ainsi que Nice, qui devient donc qui va rejoindre un département français. On va créer 2 départements, Savoie et Haute-Savoie, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il y a une particularité, par contre, c'est qu'on va enseigner l'histoire de la Savoie. On battait monnaie, donc on avait le droit de battre monnaie, on aurait dû garder notre monnaie, on aurait dû garder les zones franches, on aurait dû garder la neutralité. D'accord ? Si on relit la correspondance, les journaux de l'époque, en 1860, j'ai toute une revue, toutes les éditions de l'Illustré, qui est un journal français, il y avait des engagements en 1860, Napoléon disait oui, je vais prendre des dispositions pour la neutralité, vous inquiétez pas, enfin c'est bien écrit, voilà, mais bon, rien ne sera fait. Et donc on va enseigner l'histoire de la Savoie, sur le territoire de Savoie, on enseigne notre histoire. Est-ce que vous avez des informations sur l'or? Alors oui, oui, on sait qu'effectivement la Banque de Savoie, l'or va être complètement en une nuit, on va vider les caisses de l'or de Savoie. Il faut savoir par exemple aussi, on sent Napoléon s'était engagé à verser, alors c'était 20 francs or par habitant pendant 10 ans, en contrepartie. Il n'y aura jamais un centime de versé, mais voilà. Donc il y a les engagements, ça. Enfin, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, visiblement. Et vous connaissez le tonnage d'or? Ouais, alors j'ai l'info, mais je ne l'ai plus en tête. Mais oui, c'est assez bien documenté, oui. Oui, on peut le trouver. Ouais, c'est assez documenté. Moi, j'ai pas l'info. Dans les minutes de... J'ai un document que j'ai ici, il y a 6 ouvrages qui traitent justement de la cession des communes, qui traitent de cette période-là, qui a été fait par un avocat. Et donc, on va enseigner l'histoire jusqu'en 1919. Et en 1919, c'est après la Seconde Guerre mondiale, là il faut régler le problème de la neutralité de la Savoie, donc on va s'arranger à l'occasion du traité de Versailles, la Suisse et la France ont rajouté un petit alinéa, donc l'article 532 pour dire que la neutralité et tout ça, c'est bon, c'est fini. Et puis en 1919, on va récupérer tous les livres d'histoire et on va les brûler dans les cours d'école. Et à partir de là, on nous dira, avant vous étiez italien, comme moi, on m'a dit quand j'étais à l'école, avant vous étiez italien. Ce qui est quand même un compte, parce que l'Italie, le royaume d'Italie, va naître en 1861. Victor Emmanuel II va devenir le premier roi d'Italie en 1861, et ce qui donnera naissance à l'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà. Donc certainement pas italien, ça c'est sûr. Beaucoup de liens avec le Piémont et le Val d'Aoste et la Sardaigne, mais pas italien. Voilà. Alors j'ai la chance d'avoir retrouvé un de ces ouvrages qui a été brûlé. Il est là-bas, il y a un livre, vous pourrez le voir. Ils sont assez rares, effectivement, ces ouvrages-là. Et c'est intéressant, c'est des livres qui étaient faits par la République française, et donc qui enseignaient l'histoire de la Savoie, telle que je viens de vous la présenter, non plus condensée, mais qui commence à Humbert au Blanchemin, et la succession de tous ces souverains, la transformation en duché, et ainsi de suite. Oui, il est en français, bien sûr. Donc voilà pour cette conférence. Alors,